Alors, il est du devoir des parents, des mères, des pères, des tuteurs, d'apporter à leurs enfants une bonne éducation et surtout une éducation complète. Et lorsque nous parlons d'une bonne éducation, cela ne consiste pas uniquement aux bonnes notes, au bon comportement dans la société, mais cela touche également à la sexualité de nos enfants, de nos adolescents et de nos jeunes. Une thématique qui est un peu compliquée à aborder, j'avoue, pour les parents. On est beaucoup plus à l'aise lorsqu'il s'agit de conseiller les enfants d'autrui, mais lorsqu'il s'agit d'appeler nos propres enfants, de le faire asseoir, de discuter des questions qui touchent à leur sexe, ça devient un tout petit peu compliqué. Nous avons compris, nous avons bien reçu vos requêtes et aujourd'hui, on a envie de partager avec vous quelques bons ingrédients pour pouvoir entamer et avoir une bonne discussion, une bonne communication avec vos enfants. Alors, quel est l'ingrédient pour une bonne communication parents-enfants? C'est donc le sujet qui va nous réunir pendant les prochaines minutes à venir. Et comme vous le savez, je ne suis jamais seule, je suis avec des invités que je vais vous présenter très bientôt. Mais d'abord tout, bonjour et soyez les bienvenus dans votre émission Les Jeunes en parlent. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver sur les ondes de votre chaîne utile, la chaîne Santé SOS Docteur TV. Alors aujourd'hui nous accueillons un père de famille, mais il est également une personne qui travaille beaucoup avec les jeunes. Il est assistant des programmes jeunes au niveau de l'association togolaise pour le bien-être familial, Monsieur Faustin Alogno. Bonjour, comment vous allez? Bonjour Dorcas, je vais très bien. Et vous? Ça va super bien également. D'accord. Et au niveau de la TPF, ça se passe bien avec les jeunes? La TPF se porte à merveille, les jeunes vont bien également. D'accord. Alors, elle est également mère, elle est médecin gynécologue, elle est une activiste engagée sur les questions liées à la santé maternelle, mais également à la santé reproductive des adolescents et des jeunes. Vous la connaissez très bien parce qu'elle partage beaucoup plus ce plateau avec moi pour vous donner de bons conseils. Elle est encore là aujourd'hui, Dr Ingrid Kenyé. Bonjour, docteur. Bonjour, Dorcas. Comment ça va? Ça va très bien. Vous êtes super belle et puis j'adore le petit collier là avec le petit cœur. Merci beaucoup. Alors, est-ce que c'est facile, d'un point de vue global, d'aborder des questions de sexualité avec ses propres enfants? Je dirais non. Non, pourquoi? Parce que c'est ce que la société nous apprend. Ça, c'est la première version. Et je dirais oui, parce qu'il le faut. Pourquoi? Parce que nous sommes malheureusement à l'ère du digital. Les enfants sont exposés à tout, partout et n'importe comment. Donc si moi en tant que mère, je ne prends pas le devant pour parler de X ou de Y avec ma fille ou avec mon fils, que je me tienne bien à accepter que la société le fasse et d'une manière que je ne vais sûrement pas accepter. Donc oui, je pense qu'il est temps d'aller de l'avant, d'oublier ce que nos ancêtres nous disaient, que non, parler de sexe avec les enfants, c'est les inciter à aller vers la chose, mais plutôt accepter que nous sommes dans cette ère-là, la sexualité, ou bien parler de sexualité devrait être quelque chose de normalisé, et donc passer le pas et parler de cela à la maison avec les enfants, c'est très important. Et je vais vous raconter une anecdote. À la maison, je suis avec ma nièce, et depuis ce temps, elle me disait que voilà, elle a des douleurs au bas-ventre, et quand je discutais avec sa mère et mon chéri, il disait ou bien ce sont les menstruations qu'il veut déjà venir. J'ai dit bon, à l'observer, je ne pense pas. Parce qu'il y a quand même des petits signes on dit des signes prémonitoires qui annoncent la venue des menstrues. Mais quand je discute avec elle, je ne remarque pas ça. Et mon chéri me disait que, madame l'activiste, je pense qu'il est temps de commencer la sensibilisation. Et je lui ai demandé, qu'est-ce qui te fait croire que je ne discute pas déjà avec elle? Et il me dit, n'oublie pas le garçon, parce qu'ils sont cousins. Il y a une fille et un garçon du même âge. J'ai dit, mais quand eux et moi nous discutons ici à la maison, est-ce que tu es souvent là? Comme pour dire que on ne fera pas du bon travail dehors en oubliant la maison. Tout commence à la maison. Et en tant que parents, je le dis souvent, faisons tout pour être les premiers meilleurs amis de nos enfants. Et ainsi, beaucoup de choses seront évitées. C'est très important. Alors, est-ce que vous avez eu à aborder des questions de sexualité avec vos parents, avec vos tuteurs, lorsque vous étiez beaucoup plus jeune et adolescent? En tout cas, pour ma part, non. Parce que je suis peut-être l'intermédiaire de deux générations. Et la génération de mes parents qui avait pour tabou de discuter de tout ce qui est questions liées à la sexualité.
et la génération actuelle qui est, bon, même si les parents n'en discutent pas avec eux, ils ont l'information un peu partout. Et donc, moi personnellement, je n'ai pas eu cette opportunité de recevoir cette éducation sexuelle qui me permettra de mieux me connaître, de mieux m'outiller afin de prendre des décisions opportunes à des moments, et des décisions éclairées à des moments opportuns, malheureusement. Malheureusement. Et vous, docteur? Ah, mais jamais, jamais. C'est même de là qu'est venue l'envie de devenir gynécologue. Pourquoi? Parce que, comme j'aime souvent le dire, malheureusement, maman, elle a perdu son utérus à l'âge de 30 ans. Et moi, je n'avais que 6 ans à l'époque. Ce qui fait que, voilà, elle n'a plus de règles, donc elle ne va rien t'enseigner. Tu es là dans la nature, tu ne sais même pas c'est quoi les règles, c'est quoi. Donc tu apprends tout sur le tas. Vous imaginez maman qui ne t'a pas dit tu auras tes règles. Est-ce qu'elle aura la force ou le courage de te parler de sexualité? Non. On a tous grandi avec... Moi j'ai grandi avec cette rage-là. Que pourquoi maman ne m'a pas parlé de ça? Pourquoi papa ne m'a pas parlé de ça? Parce qu'à côté j'avais des amis, heureusement pour eux, qui discutaient de ces notions-là avec leurs parents. Donc, ça m'a un peu frustrée. J'ai grandi avec ça, j'ai dit, bon, ça m'est arrivé, ça ne doit plus arriver. Autant devenir gynécologue et devenir la voix des sans-voix. Oui, être gynécologue, ce n'est pas juste suivre une femme enceinte et la couche, ça va plus au-delà de cela. Ça commence déjà dès le bas âge. Éduquer la communauté, ce n'est pas seulement les jeunes filles, ce n'est pas seulement les jeunes garçons, mais c'est également ces papas-là, ces prêtres, ces pasteurs, c'est en islam on dit, voilà, ces imams, c'est-à-dire une éducation à 360 degrés. Et c'est vraiment mon cri de cœur de tous les jours, parce que grandir sans éducation, vraiment, ça dérange. D'accord, je vois. Et qu'est-ce qui les empêchait de le faire? Est-ce que c'était volontaire ou peut-être c'est parce qu'ils ne savaient pas le faire? Moi, je dirais que c'est pas volontaire. Ils ont grandi dans ce système-là. C'est-à-dire, on les a accouchés, on a juste dit, toi, va à l'école. Quand tu vas à l'école, tu apportes de bons résultats. Quand tu as tel âge, tu te maries, tu vas dans ton foyer. Le jour où vous décidez de vous marier, on vous rassemble dans une pièce. Monsieur et madame, on vous donne des conseils que voilà, maintenant vous êtes mariés, vous allez avoir des enfants. Et puis, c'est tout. C'est quoi les menstruations? On n'a jamais dit ça à la jeune fille. C'est quoi ce petit liquide-là que le jeune garçon remarque dans son slip les matins quand il se réveille? On n'a jamais dit ça à l'enfant. C'est quoi une érection? Jamais. Ces deux personnes-là se rassemblent et parce qu'ils sont dans un système où ils ne vont peut-être pas à l'information parce qu'ils n'ont pas la bonne information. C'est ce qui va se perpétuer. Mais heureusement que les choses évoluent et nous, les parents d'aujourd'hui, bien les futurs parents de demain, on a tous les outils en place pour apprendre. Donc, pour moi, c'est d'où l'intérêt de la parentalité positive. C'est-à-dire, lorsque deux personnes se mettent ensemble et décident d'avoir des enfants, cette éducation doit commencer même au cours de la grossesse. C'est-à-dire, le mari doit être présent lors des consultations prénatales. Il doit être présent lors de la préparation à l'accouchement et en même temps profite pour vous dire, ok, vous voyez, quand le bébé va venir, vos nuits seront chamboulées. Ce n'est pas juste à la maman de faire ceci. Et ce n'est que comme ça que, il dit, bon, si cette dame-là traverse tout ça, lorsqu'il viendra le moment d'éduquer l'enfant, je pense que main dans la main, on pourra le faire de manière plus aisée. Et je sais qu'il y a tellement de plateformes actuellement sur Internet ou bien des associations qui militent pour l'éducation des parents, pas seulement l'éducation des jeunes. Maintenant, si un parent est ainsi outillé, est-ce que vous pensez qu'il peut refuser de transmettre cette éducation à ses enfants? Je dirais non. Donc nos parents n'ont pas eu cette approche-là, ce qui fait que voilà, malheureusement, nous avons grandi sans la notion, mais heureusement, on a été rattrapé par un cercle assez positif. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas appris et qui ont appris à leurs dépens avec une vie vraiment bousillée, quoi. De voir. Alors, est-ce que vous pensez aujourd'hui, Faustin, que les choses ont changé, que les parents sont beaucoup plus à l'aise et abordent des questions de sexualité, une bonne communication avec leurs enfants? Je dirais que les choses sont en train d'évoluer. Je ne dirais pas que les choses ont changé. Parce que, quoi qu'on dise, il y a encore ces parents qui considèrent que parler de la sexualité est un tabou. C'est vraiment un interdit. Parce que l'éducation qu'ils ont reçue
ne leur a pas permis de pouvoir véhiculer cet enseignement à leur progéniture. Aujourd'hui, comme le disait tantôt docteur, il y a bon nombre qui comprennent le bien fondé de discuter de la sexualité avec leurs enfants parce que peut-être par un accident, ils ont découvert l'importance de cet enseignement et ils comprennent maintenant que qu'on le fasse ou non, le problème est là. Vaut mieux plutôt le faire pour annihiler les effets. Et donc, ce qui fait que on peut constater qu'il y a des changements qui interviennent, mais ce n'est pas encore des changements profonds comme l'on le souhaiterait. Voilà. Alors aujourd'hui, comment vous décrirez la communication que les parents ont avec leurs enfants? Bon, c'est une communication que je dirais, elle est plutôt de proximité, un mélange de proximité et de distance. C'est-à-dire, il y a certains parents qui acceptent le faire et d'autres qui gardent encore cette distance-là. C'est ce mélange que nous vivons. Mais le mieux serait que on arrive à ce que cette communication soit vraiment de proximité. Créer un climat qui puisse permettre à ce que dans la famille, l'on puisse avoir du temps pour parler. Bon, je dirais, si je parle même du temps, c'est comme si je suis en train de limiter cela. Mais c'est que il faut couramment avoir l'opportunité de parler de cela comme nous avons l'opportunité de parler d'autres choses, d'autres enseignements, d'autres valeurs que nous transmettons aux enfants. Il faut que nous arrivions également à transmettre les valeurs liées à la sexualité également de la même manière. D'accord. Alors, docteur, quelle est votre lecture de la communication et de comment les parents s'en sortent aujourd'hui par rapport à la question de communication par enfant? Ok. Déjà, pour moi, je pense qu'on est encore dans un modèle vertical. C'est quoi le modèle vertical? C'est que c'est le parent qui dicte la donne. Je dis c'est ça, c'est ça. Malheureusement, si on prend 10 foyers, cette loi de la verticalité existe encore dans 5 à 6 foyers actuellement. Très peu de foyers sont orientés vers l'horizontalité, c'est-à-dire on fait une discussion dans le respect, dans l'amour et surtout dans l'écoute. Parce que malheureusement, les parents et les enfants actuellement ne communiquent pas. Dès que l'enfant se met à parler, le parent dit non, toi tu n'as pas le droit de dire ça, c'est moi qui dis, j'ai dit qu'on monte, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais comme M. Faustin l'a dit, les choses sont en train d'évoluer, mais non pas qu'on atteint le niveau qu'on aimerait. Parce que moi je rêve d'un monde où, lorsqu'on est en famille, on peut parler de tout et de rien, sans avoir peur d'être crucifié, comme on a crucifié Jésus, ou alors sans avoir peur d'être lynché. Je ne sais pas si vous voyez. Parce que comme on a lynché Saint-Étienne. Merci beaucoup. Vous voyez? C'est-à-dire, l'enfant grandit étant frustré. Quand il a une idée, il dit, si je sors la chose là, ici, là, est-ce que la mère ne va pas me viser avec sa chaussure comme faisait sa mère? Elle m'a une fois raconté une histoire comme ça, que quand elle était petite, quand elle sautait des bêtises, sa maman l'a visée avec la chaussure. Est-ce que si je fais ça là, la dame ne va pas me faire ça? Et si je fais ça là, est-ce que si le père là revient du soir ce soir, je pourrais vraiment manger en paix? Vous voyez, ça fait que les enfants grandissent étant frustrés. Or, lorsqu'il y a ce climat où même quand l'enfant fait une bêtise, vous le reprimandez d'une manière positive. L'enfant est à l'aise. Ou bien, par exemple, je reviens du boulot, je dis, j'ai eu une journée tellement compliquée. J'avais un travail d'accouchement là. C'est vrai que le bébé est venu, mais ça m'a traumatisée parce que la maman était fatiguée. Donc moi aussi, je suis triste. L'enfant dit, maman m'a dit qu'elle est triste. Donc, si demain, je ne me sens pas bien, je peux aussi venir dire cela à maman. Donc oui, soyons des exemples. Normalisons le fait d'extérioriser nos émotions. Et ce n'est que comme ça que l'enfant, étant à l'aise, viendra te voir pour te dire, maman, tu vois, il y a à l'école, il y a tel ami qui m'a fait ça et je n'ai pas aimé. Comment est-ce que tu me demandes, comment est-ce que je peux procéder dorénavant s'il fait tant. Mais c'est du genre, on est toujours fort devant les enfants, on n'est jamais faible, non. On met trop de pression sur les enfants. Montrer aux enfants qu'ils peuvent être fragiles. Et de l'autre côté, lorsque l'enfant s'énerve et puis se met à crier, ne criez pas aussi avec l'enfant. Calmez-le,
calmez-le. Et après, reprenez-le à distance de la scène. Et vous lui dites, ah, si tu avais fait comme ça et comme ça, tu ne penses pas que cela aurait été mieux? Quand il dit oui, tu dis, ok, mon fils, là, oui, ma fille, tu viens de marquer un point. C'est ça qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Parce que imagine un temps soit peu que tu étais dehors et que tu faisais ça. Les gens auraient pu te taper. Donc, si demain, quelqu'un te fait un truc et que tu es fâché, sors de la pièce, va prendre de l'air et tu reviens. Ah, maman, c'est comme ça, tu dis oui. Et tu ne m'as pas dit ça et après, avec ton chéri, vous allez vous disputer devant les enfants. Ça n'a pas de sens. Donc, soyons des modèles pour nos enfants. Ce que vous voulez que les enfants soient demain, c'est ce que vous devez les transmettre. Et maintenant, trouvons du temps pour nos enfants. Malheureusement, on est à l'ère du capitalisme. Tout le monde court parce qu'il veut de l'argent. Il veut offrir une meilleure école à son enfant. Il veut offrir une meilleure chaussure à son enfant. Mais est-ce que tu connais le besoin fondamental même de cet enfant? Est-ce que quand tu sais ce que ton enfant veut? Non. C'est juste offrir. Mais en retour, écoutez vraiment l'enfant. On ne le fait vraiment pas. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire et c'est à chaque parent de prendre ses responsabilités-là. Parce que personne ne va éduquer ton enfant à ta place, malheureusement. Parce que j'étais en train de parler, j'avais envie de dire, oh Seigneur Jésus, comme j'aurais aimé être votre enfant. Mais après, je me dis, est-ce que c'est facile? Je Faustin, est-ce que vous pensez que c'est facile pour des parents de respecter toutes ces stratégies-là qu'elle vient de partager, des stratégies que je trouve vraiment très intéressantes, c'est normalement ce qu'ils doivent se faire. Mais est-ce que c'est évident? Pour un début, je dirais que c'est pas facile parce que le parent n'est pas né avec ces attitudes. Mais étant donné que nous sommes des êtres humains qui grandissons en apprenant, on peut apprendre et surtout, je dirais que il n'y a pas un cadre propice pour parler ou discuter de la sexualité. Mais ces cadres se créent. C'est des occasions que l'on doit essayer de saisir. Quand, par exemple, je suis à table avec mes enfants, on est en train de manger, et voilà, peut-être ils racontent une histoire, je profite de cette histoire automatiquement pour lui donner quelques leçons. On est là, on est en train de regarder la télé, il y a des scènes qui passent, je profite de ces scènes-là pour orienter mon enfant sur les questions liées à la sexualité. Ou soit l'enfant revient de l'école. Souvent, c'est ce que nous ne faisons pas. Comment a été ta journée, mon fils? Ma fille, comment la journée a été? Cette petite question, c'est un déclic. Ça montre à l'enfant que ses parents le considèrent. Au lieu de dire, qu'est-ce que l'enseignant vous a enseigné? Parce que l'enfant s'attend à cette question. Peut-être qu'il n'a pas maîtrisé, il n'a pas prêté attention à ce qui a été fait en classe. Et donc, quand cette question vient, en même temps, elle devient une barrière. Alors que quand on dit comment ta journée, ou bien comment tu as passé ta journée, elle va essayer de te raconter des petites histoires, ou bien qu'est-ce qui s'est passé dans l'établissement aujourd'hui. L'enfant en profite pour relater quelques histoires et ensemble on tire des conclusions. Donc ce qui voudrait dire qu'il n'y a pas un cadre formel de discussion, mais ces cadres se créent en saisissant des opportunités. Et quand on le fait ainsi, on apprend à l'enfant à avoir la confiance en lui-même. Il développe la confiance en soi. On apprend à l'enfant à développer ce sens d'expression des sentiments. Et il faut aussi quand même qu'on arrive à faire comprendre à l'enfant que, parce que le climat de confiance est déjà installé, l'enfant doit savoir dire non quand il le faut. Oui quand il le faut. Il savoir que si je dis non, il n'y a rien qui doit influencer mon non. Parce que l'autre dit que non, tu ne dois pas dire non, alors il faut revenir. Non, j'ai dit non parce que c'est mon point de vue et je le respecte. Aussi, c'est ce qui nous manque aujourd'hui, c'est consentement. Parce que l'enfant se voit toujours influencé peut-être par l'Internet, les réseaux sociaux et autres. Il dit, bon, moi je pensais que si, mais quand je vois mes pères, ils se comportent de la sorte, ce qui voudrait dire que je peux toutefois aussi essayer de changer de décision, alors que ce n'est pas le cas. Donc quand ces cadres sont créés, ou bien ces moments sont là entre parents et enfants, ça permet à ce que l'enfant développe vraiment la confiance en ses parents et puisse avoir cette opportunité de pouvoir s'exprimer librement. Et surtout, il faut développer l'écoute. Quand on est là, l'enfant est en train de parler, elle disait tantôt, nous parents, nous avons comme habitude de vouloir répondre.
alors que ce n'est pas la réponse qui est importante. Il faut écouter. Écouter, rien que écouter. Même quand l'enfant finit et que tu ne donnes pas une réponse immédiate, tu as dit, mon fils, je t'ai écouté. Franchement, je vais réfléchir et te revenir. L'enfant sait que ce qu'il a dit, ses parents l'ont écouté. C'est ça qui me manque le plus. L'enfant commence à peine, on cherche le point d'achoppement et puis on tire sur l'enfant. Non, mais ça, tu ne dois pas faire ci, tu ne dois pas faire ça. Demain, l'enfant ne va plus s'ouvrir à toi. L'enfant ne va plus s'ouvrir. Même s'il rencontre d'énormes difficultés, il va dire, si je viens à la maison et que je veux en parler à mes parents, c'est l'enfer. Vaut mieux me taire. Et on ne peut jamais imaginer ce que cela, ou bien à quoi cela va conduire l'enfant demain. Voilà un peu. Je vois. Alors, il y a également une chose qu'on remarque, c'est que c'est plus facile pour une personne de discuter de la sexualité avec des enfants. Avec des enfants, peut-être qu'ils n'ont pas un lien fort avec le tout. Ça, c'est le propre des activistes. Hein. Lorsqu'on est dehors, on peut le clamer très haut et fort, sensibiliser les gens. Mais lorsqu'on arrive et que ce sont nos propres sœurs, ce sont nos enfants, ça devient beaucoup plus compliqué. Comment on peut expliquer cette difficulté que les gens rencontrent lorsque la cible est beaucoup plus attachée à eux? C'est ce que je disais la dernière fois, j'ai reçu balle perdue à la maison. On m'a dit, madame l'activiste, je pense qu'il est temps de faire ce que tu fais d'habitude sur le terrain à la maison. C'est juste pour rire. Mais pourquoi c'est difficile, c'est que dans ta tête ou bien dans la tête de ces personnes, ils se disent que si c'est moi qui commence par parler de ça aux enfants là, et que ces enfants-là, bon, si ce ne sont pas nos enfants, bien sûr, je parle là des neveux, voilà, et que ces enfants-là aillent reporter cela à leurs parents, les parents vont croire que c'est moi qui viens pour les détruire. Parce que malheureusement, les parents n'ont pas déjà accepté cette notion-là. C'est la raison pour laquelle moi je dis, avant de te lever pour aller parler de telles choses avec un enfant, prends le temps quand même de discuter avec le parent aussi. Que, papa X ou bien papa Y ou bien maman Y, voilà. Vous voyez ce que je fais dehors de temps en temps. Est-ce que vous discutez souvent de ça avec vos enfants et tout. Parce que voilà, j'aimerais bien le faire. Est-ce que vous trouvez ça bien? Est-ce que vous ne trouvez pas ça bien? En fonction de ce que ces parents-là vous diront, vous allez savoir comment aborder la thématique avec les enfants. Parce que malheureusement, c'est ça. C'est la peur d'être lynché. Quand je vais sur un terrain, que je fais des sensibilisations et que je pars, c'est fini quoi. Mais quand je prends des enfants avec qui je suis tout le temps et que je parle, si demain ces enfants-là ont un comportement un peu bizarre, on va dire, tata Benoît et les Wanois les déviantiers, ouais. C'est ça au fait. Donc, plusieurs personnes se disent, bon, j'espère que dans leur école, quelqu'un viendra parler. Et puis, c'est fini quoi. Mais chers activistes, chers collègues, chers pères, essayons de traverser cela. Allons de l'avant quoi. Moi je dis, il faut créer le climat. Il faut aller vers les parents. Papa tant, mais maman tant. J'aimerais bien discuter de ça avec ça parce que je vois que l'enfant est en train de grandir et bientôt, voilà. Le dehors est gâté. Je pense que si on commence à le faire ici à la maison, nous serons tous des gagnants. Qu'est-ce que vous en pensez? Et dès que ce climat-là est instauré, vous parlez, au moins ils ne viendront pas dire que tu allais mettre des trucs dans la tête de leurs enfants sans leur consentement. D'accord. Et lorsque ce sont vos propres enfants, est-ce que l'approche est pour moi facile, pour moyenne? Pour le moment, oui. Mon fils il a 6 ans, ma fille elle a 4 ans. Ce que je fais, c'est que je les apprends à connaître les différentes parties de leur corps et je leur dis que c'est leur corps. Personne n'a le droit de toucher à ça ou à ça. C'est ce que je fais actuellement. Et plus ils vont grandir, plus je vais adapter. Surtout avec les garçons. Vous savez, nous les filles, on va dire heureusement, bien malheureusement, ce n'est que lorsque les seins commencent pas à pousser, bien que les règles viennent, que voilà, les signaux sont là. Mais dès que maman établit un climat de confiance, la fille se confie tellement plus facilement. Mais les garçons, eux, avec cet esprit de rébellion en griffe, il faut vraiment être dur avec eux. D'accord? Donc, je dis par mon fils qu'il aura 7 ou bien 8 ans. Et que voilà, c'est que le matin, il faut aussi suivre l'enfant. Quand je vais commencer par remarquer le matin, quand il se réveille, le slip est taché et tout, il faut lui expliquer c'est quoi. Il faut lui expliquer que c'est normal. Il n'est pas malade. Mais non, on se dit non. En tout cas, si le dehors va éduquer un enfant, ce sera fort. Ce sera fort. Donc, moi, actuellement, j'apprends à mes enfants à connaître leur corps et je leur dis
que c'est pour vous. Personne n'a le droit. Voilà. Et même quand il se lave, le grand frère, quand la petite vient, tu viens chercher quoi ici? Maman, qu'est-ce que maman t'a dit? Quitte ici rapidement. Donc ça fait que voilà, il grandit en sachant qu'il y a ce qu'on appelle l'intimité. Il ne faut pas juste être là tout le temps, woyowa, marcher nu partout. Moi, c'est comme ça qu'on apprend. Maintenant, on adapte avec l'âge. Si j'avais un enfant, par exemple, de 12 ans ou de 13 actuellement, le langage sera autrement. Parce qu'une fois qu'une fille a ses règles, je lui dis que tu as tes règles, ça veut dire que tu peux tomber enceinte. Si tu veux blaguer ici, là, tu vas tomber enceinte là. Ton école, c'est fini. Tu vas rester à la maison. Ah, tu veux aussi être gynécologue comme maman. Ah, ok. Si tu veux rester à la maison, il n'y a pas de problème. Papa et maman vont sortir, tu vas préparer pour nous. C'est ce que tu veux. Il faut choquer les enfants, mais tout en étant doux. Il faut dire la vérité. Parce que si on ne le fait pas, le dehors est risqué. Et vous allez regretter tant d'années d'investissement. Parce qu'un enfant, c'est un investissement. On ne rêve pas tous d'avoir des enfants ministres, mais on rêve d'avoir des enfants épanouis. Parce que pour moi, c'est l'épanouissement qui compte. Si l'enfant est épanoui, alors c'est un plus pour la société. C'est comme ça que moi, je conçois la chose. Super. Alors, M. Faustin, quelle est la stratégie que vous avez développée avec vos enfants? Oui, moi, avec mes enfants, c'est pratiquement la même chose, puisque c'est des enfants qui sont à la petite enfance. Donc, et concernant cette question d'éducation sexuelle, il faudrait que l'on tienne compte du critère d'âge. C'est des informations qu'il faut donner aux enfants en prenant en compte l'âge qu'ils ont. Donc, par rapport à l'âge, vous choisissez ou bien vous vérifiez l'information dont l'enfant a besoin. Et aussi, le niveau de compréhension de l'enfant. L'enfant peut avoir 5 ans, mais quand il a un niveau de compréhension développé, donc il faut savoir que vous devez monter un peu de grade. Sinon, vous allez lui passer certaines informations. Et surtout, ce dont nous devons avoir un peu peur, c'est que quand l'enfant vient poser une question, il faut savoir que l'enfant avait déjà la réponse avant de venir. Donc, il est venu vérifier si la réponse qu'il a, elle est juste ou pas juste. Et donc, quand on veut aborder ce genre de questions, on doit être libre. Pas de pression. Et moi, je disais à mon petit garçon, je crois déjà il était au CE1, que quand tu vas à l'école, quand quelqu'un te touche aux parties intimes, tu le dis à l'enseignant. Mais tu reviens à la maison, tu me le dis. Si tu ne me le dis pas et que je découpe pas après, tu seras puni. Parce que tu as le droit de dire ne me fais plus. Mais quand tu le dis à la personne continue. Tu peux taper la personne. Oui, je lui ai dit ça. Parce que dans le cadre où il n'a pas directement accès à l'enseignant, il fait quoi? Il tape la personne. Il doit commencer par se protéger tout au moins. Se défendre. Il se défend. Et quand je lui ai dit, il y a un soir, je reviens, on me dit qu'on me cherche dans l'établissement. Je suis allé, l'enseignant me dit que mon fils a tapé son camarade parce qu'il s'amusait avec lui et qu'il a envoyé sa mère à sa partie intime. Et j'ai dit, merci fiston. Merci fiston. C'est bien passé. Merci fiston. Et je me suis tourné vers l'enseignant et je lui ai fait comprendre que c'est moi-même qui lui ai doté, qu'il est doté de ses compétences. Que je lui ai dit, s'il n'y a pas l'enseignant, il y a un milieu où il n'y a personne de confiance pour dire à cette personne que voilà ce qu'on me fait pour que la personne puisse dire à la personne ou à l'autre de ne pas te faire, défends-toi. Donc voilà, il a le droit de dire à quelqu'un ne me fais pas ceci, ne me touche pas ici, ne me touche pas ça. Donc c'est ce qu'il a fait. Et j'ai expliqué maintenant à l'enseignant pourquoi il faut, parce qu'il y a ce risque qui est dehors. Le docteur disait tout à l'heure que le dehors est risqué. Le dehors est sérieusement gâté. Vous ne pouvez même pas imaginer des enfants de petit âge qui se font des attouchements pas possibles. Donc quand vous ne prévenez pas l'enfant, vous ne le faites pas connaître son corps, il est exposé à ces risques. Et donc, c'est des petites astuces comme ça qu'il faut apprendre aux enfants. Et quand l'enfant est de plus en plus éveillé, il va te dire demain, papa, j'ai constaté que moi, c'est ceci que j'ai comme organe. Pourquoi l'autre a tel organe? Et là, il faut lui expliquer, peut-être, soi-disant, parce que toi, tu es garçon, lui, il est fille. Voilà ce qui met la différence entre toi, garçon et fille. Donc, quand tu verrais,
une personne qui a ceci, il faut savoir systématiquement que c'est une fille et l'autre c'est un garçon. Là, vous amenez l'enfant à connaître réellement son corps. Et cela lui permet de développer cette confiance en soi et sur laquelle tout est basé. Et moi, je crois que cette expérience m'a permis quand même de jeter la fondation pour que je puisse continuer maintenant à pas parler des questions liées à la sexualité avec mon fils. Je pense également que l'avantage que vous avez, c'est que vos enfants sont petits et que vous avez commencé beaucoup plus tôt. Alors, pour des personnes qui ont déjà des adolescents, des adolescentes, des personnes qui sont déjà grandes, qui ont le dehors, les a déjà gâtés un peu, et les parents veulent se ressaisir, quelle est la stratégie à adopter? Pour moi, je dirais qu'il n'est jamais trop tard pour reprendre le taureau par les cornes. D'accord? Si je remarque que voilà, ma fille a 14 ans, 15 ans, mon garçon a 13 ans, et que je ne me suis pas vite prise en matière de sexualité, moi, en tant que parent, je me dois d'aller à l'information. Parce que si je ne suis pas, comment je vais dire ça, outillée, très bien outillée, c'est-à-dire je ne suis pas médecin, je ne suis pas dans les associations, je ne connais rien de la chose, je ne pourrai rien dire à l'enfant. Je vais essayer, mais je vais tâtonner. Je vais peut-être même déformer ce qui était aussi simple que ça. Donc, il faut aller à l'information. Vous pouvez aller dans un hôpital, dire que vous voulez faire une consultation gynécologique. Et quand vous arrivez dans le bureau du gynécologue, vous dites que, ah docteur, aujourd'hui je suis là. C'est pas pour une consultation, mais c'est parce que j'aimerais avoir l'approche à adopter à la maison pour parler de sexualité avec mes enfants. Et je vous assure qu'aucun gynécologue ne va vous renvoyer de son bureau parce que vous êtes venu lui poser cette question-là. Ou alors vous allez à la TBF. Il y a tellement d'associations qui font de bonnes choses sur le terrain. Vous y allez et vous serez outillé. En bonus, ne commencez pas... Vous allez juste essayer de planter le décor à la maison, mais amenez ces enfants-là dans ces associations-là. Lorsqu'il y a des séances de sensibilisation, ils vont écouter. Et lorsque vous allez rentrer à la maison, ce sera plus facile d'aller en détail. Parce que en même temps, dit, j'ai remarqué ça. Oh, c'est gâté, c'est gâté. Il faut aller à l'information, avoir la méthode et amener les enfants vers ces associations. Parce que pour moi, je pense que ces différentes associations apportent une plus-value à nos enfants, sincèrement. Quand l'enfant sait ce qu'il va là-bas pour chercher, il est un citoyen plus épanoui et puis il apporte beaucoup de choses à son entourage. Donc, même si l'enfant a déjà un âge avancé et que vous remarquez certains comportements et tout, allez-y avec la main vraiment molle. N'allez pas avec... Parce que la force n'a jamais rien résolu. Appelez l'enfant. J'ai remarqué ça et ça et ça. S'il te plaît, voilà. Et maintenant, vous allez à l'information et vous revenez à la dernière fois, on a discuté. Je pense qu'on peut faire comme ça, on peut faire comme ça. Bon, quand je suis allée, on m'a dit qu'il y a la TBF qui fait souvent des séances de sensibilisation. Est-ce qu'on ne peut pas aller là-bas? Tu vas essayer de voir ce qui se passe, si ça t'intéresse. Vous allez avec l'enfant, pas de dire il faut aller, il va sortir, il va aller ailleurs. Il faut aller avec l'enfant. Quand vous finissez la séance, vous revenez à la maison, mais est-ce que tu n'as pas aimé la séance? Comment est-ce que tu as trouvé? Bon, j'aimerais qu'on essaye de faire un petit truc à la maison comme ça. Et de fil en aiguille, les choses pourront changer, mais surtout faire le suivi. Ne fais pas ça une fois et puis tu t'arrêtes que tu as mis l'éducation. Non. C'est un truc en continu. Et ce n'est qu'en faisant le suivi que, voilà, l'enfant pourra vraiment être dégourdi. Et puis voilà. Mais il y a des pommes. Quand ils sont déjà gâtés, c'est difficile à rattraper. Donc, c'est vraiment de prier aussi pour qu'on n'arrive pas à ces états-là. D'accord. Alors, de M. Faustin. Oui, quand on se rend compte que l'enfant a grandi et qu'on n'a pas vite posé les jalons, l'on a envie de vouloir se rattraper. Ah oui. Et étant donné que nous-mêmes, nous n'avons pas été outillés, c'est compliqué de le faire. Comme l'a dit le docteur tantôt, il faut plutôt adopter l'approche de consultation en amenant les enfants dans les centres qui peuvent offrir de ces genres de services conviviaux adaptés aux besoins des jeunes et adolescents pour que cet enfant puisse vraiment être bien accompagné. Et c'est en ce sens qu'elle citait la TBF. Et aussi, aujourd'hui, la TBF met cette opportunité devant les parents qui n'avaient pas eu l'opportunité d'être outillés, de se faire former en restant chez eux, n'importe où,
vous allez sur votre moteur de recherche, vous tapez e-learning atbftogo.org, vous vous inscrivez et vous allez suivre la formation sur l'éducation sexuelle complète. Ce qui vous dote d'ailleurs de compétences pour pouvoir accompagner votre enfant. Et cela permet à ce que quand l'enfant va revenir, même après avoir fait la consultation avec les médecins et autres, vous puissiez approfondir les connaissances avec l'enfant. Donc aujourd'hui, on ne peut plus dire qu'on n'avait pas reçu ces éducations en amont, donc on ne peut pas en faire usage aujourd'hui. L'opportunité est donnée, il faut que nous saisissons cette opportunité-là. Et aussi, il y a de ces genres de centres qui sont un peu là, partout, les associations et autres. Mais ce qui est, c'est que il faut qu'on mette un peu l'accent sur le besoin des jeunes. Et des fois, les jeunes ont cette envie, ou bien lors des sensibilisations, ils apprennent qu'ils peuvent se rendre dans les points de prestation de services pour avoir ces informations. Mais malheureusement, il y a certains prestataires qui deviennent des barrières pour ces enfants. Quand les enfants viennent, ils posent des questions. Malheureusement, pour les accompagner, ils disent « Est-ce que tu penses que tu as l'âge ? Cet enfant ne viendra plus jamais chez toi. » Donc, nous demandons indulgence aux prestataires de faire le tout possible, d'accueillir les enfants, de pouvoir leur donner les informations qu'il faut et que quand ils savent qu'ils n'ont pas ces compétences, eux aussi, ils n'ont qu'à se faire former. La TBF fait l'effort de former certains prestataires, des leaders religieux, des enseignants, des communautaires sur l'éducation sexuelle complète, mais nous ne pouvons pas former tout le Togo. C'est pourquoi l'application, le site est là, pour que toute personne désireuse puisse facilement aller là-dessus et se faire former. Donc ces prestataires aussi peuvent suivre l'enseignement là, et ce qui leur permet maintenant de se rendre disponibles pour accompagner les jeunes. Mais est-ce que ces adolescents-là, vraiment merci beaucoup pour cet ajout, je trouvais ça vraiment très intéressant, mais est-ce que ces adolescents même se laissent éduquer lorsqu'ils arrivent à un âge déjà élevé? Quand l'enfant est beau, quand c'est toujours un enfant, il est très petit, on a cette relation qui est beaucoup plus intime avec les parents. Mais plus on prend de l'âge, j'ai un peu l'impression qu'on s'éloigne un peu des parents. Et si le parent n'était pas arrivé dès le bas âge à créer cette relation, c'est un peu compliqué. Peut-être lui, il a envie de faire l'effort, mais la fille va rester dans son coin et ne va pas vouloir parler de quelque chose. Alors, comment on va aider aussi ces adolescents à faciliter le travail à leurs parents? C'est bien vrai cette situation. Et on ne pourrait pas dire qu'il y a des solutions sans inclure les parents. La confiance n'avait pas, ou bien n'était pas. Mais il faut arriver à faire instaurer cette confiance. Parce qu'il n'y avait pas le cadre des discussions avec les enfants et autres. Aujourd'hui, moi, parent, je me rends compte qu'il n'y avait jamais ça. Et je découvre que je dois le faire. Je prends le temps de commencer avec des petites questions, même des discussions banales avec l'enfant, pour que l'enfant commence par savoir que quand il vient à moi, quand il parle, je suis là pour l'écouter. C'est déjà ça, c'est de ça que les jeunes ont besoin aujourd'hui. Et quand on parle de communication, je voudrais revenir un peu sur cet aspect-là, ce schéma de communication. C'est quitter un point A, aller à un point B, en empruntant un moyen de déplacement. C'est comme ça que moi je schématise un peu la communication. C'est-à-dire, je suis là et je voudrais adresser un message à docteur. Donc quand je suis là et que j'adresse le message, docteur n'est pas là-bas, la communication n'est pas au complet, parce qu'il n'y a pas de réception. Donc, il faudrait que nous puissions instaurer ces climats d'écoute, que l'enfant sache que quand il a besoin de parler, il a quelqu'un pour l'écouter. Et quand ça commence comme ça permet à l'enfant de se stabiliser, de revenir à la maison pour savoir que désormais, je n'ai rien à chercher dans la rue. J'ai un répondant à la maison. Et maintenant, aussi, ce qu'il y a, c'est que la TBF a décelé ça aussi vite, qu'il y a des enfants qui sont laissés peut-être à eux-mêmes, parce que les parents n'ont pas su instaurer ces climats. C'est pourquoi nous
allons au niveau des jeunes pour les former, pour qu'ils deviennent de cadres de référence pour leur père, à travers la père éducation. Donc il y a de ces jeunes qui sont là aujourd'hui, qui vont dans les établissements, qui font des regroupements dans les quartiers pour sensibiliser leur père. Mais quand vous ne le faites pas, malheureusement, il y a les réseaux sociaux. Il y a plein, je sais qu'il y a plein de personnes qui font aussi de ces enseignements sur les réseaux sociaux. Mais malheureusement, il y a aussi de ces mauvais enseignements qui sont sur ces réseaux sociaux. Donc il faut qu'on fasse l'effort. Quand il y a les pères, on peut les orienter vers eux. Quand moi, parent, je sais que je n'ai pas habitué mon fils à discuter avec moi. Mais il y a tel jeune qui a été formé en éducation sexuelle complète. Je peux tout faire pour que mon enfant aille vers cette personne, pour qu'il puisse partager avec lui ou bien avec elle cette connaissance-là. Vraiment, merci beaucoup. Alors, tonton, est-ce qu'il y a d'autres astuces que vous aimeriez partager avec nous pour attraper le train lorsqu'on n'a pas créé cette convivialité avec nos enfants dès le bas âge? Non, déjà, ce que M. Faustin a dit, c'est complètement ça. Hein. Et surtout, moi, je pense que ça va du profit de ce jeune-là, d'accord? C'est qu'il faut trouver des stratagèmes, d'accord, au-delà de, voilà, qu'ils aillent vers ces pères éducateurs, qui donnent la notion et tout. C'est d'essayer de discuter avec eux pour demander où ils sont, est-ce qu'ils aiment cette situation-là? Parce que vous voyez, malheureusement, la plupart des enfants qui se sont laissés aller, qui se sont laissés aller, on comprend ce de quoi ils sont en train de parler. Le plus souvent, ils n'ont pas une vie très positive. Ce sont des enfants souvent qui passent tout le temps à la maison, qui ne font pratiquement pas grand-chose, qui ne sont pas épanouis. Et voilà, lorsqu'ils vont vers ces pères éducateurs et qu'ils discutent avec ces derniers, qu'ils reviennent, moi je pense que c'est à nous parents de dire, bon, lorsque tu fais une petite comparaison entre l'état où tu étais avant et l'état où tu es actuellement, est-ce que tu ne trouves pas que c'est bien? Est-ce que tu ne trouves pas que tu es à l'aise dans ta peau? S'il acquiesce, alors je pense que on doit faire de cet enfant-là un ambassadeur ou un autre père éducateur. Pourquoi? Parce que ces enfants-là, malheureusement, se connaissent entre eux. Ils ont souvent des groupes. Donc, lorsque c'est une personne du groupe qui devient leur éducateur, le message passe un peu plus facilement. Donc, moi, je dis, c'est à nous de trouver les astuces pour faire changer ces enfants-là. Maintenant, une fois que le message est passé, c'est de leur proposer de devenir des formateurs à leur tour pour ajouter une plus-value à leur vie. Et lorsqu'ils font ça, ils se disent, mais vraiment, je pense que ce n'était pas une très bonne chose ce que je faisais. Je peux amener mes autres amis avec qui je suis dans le cas à changer. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire vraiment un changement global. Si on va faire un changement sur une seule personne, les autres seront encore là. Je parle par exemple des autres qui sont dans un quartier où il n'y a pas ces pères éducateurs et tout. Or, si l'un d'entre eux, parce que souvent ces enfants-là, ils se regroupent dans des groupes WhatsApp, ou ils se retrouvent souvent dans le quartier, dans un coin pour peut-être prendre de la drogue, voilà, faire des trucs comme ça. Lorsque c'est une personne d'entre eux qui se... Parce que moi, je sais ça pourquoi. Quand je travaille avec les femmes qui sont atteintes du cancer du sein, lorsque c'est l'une d'entre elles qui ouvre la bouche et parle, les partenaires ou les investisseurs sont plus enclins de lever le pas. Mais alors c'est toi seulement qui parles, mais toi tu parles. Est-ce que tu es vraiment concerné par la chose? Donc de la même manière, si ces enfants-là deviennent des champions, moi j'appelle ça champion, parce que quitter de cette situation à une situation plus positive, c'est être un champion. S'ils deviennent des champions dans leur communauté, c'est cette communauté, c'est ces enfants-là, moi je les appelle vulnérables parce que nous parents on a échoué. Si ces enfants-là deviennent comme ça, c'est l'échec des parents, malheureusement. C'est vrai qu'on dira que non, deviens vous et non, le pompon et on le sait. Un pompon, on le sait. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes allé vers qui? Vous avez fait quoi? Donc, si l'enfant est devenu X ou Y demain, c'est à cause de nous, les parents. Et quand ce dernier accepte de changer, mettons-le en lumière. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Mettons-le en lumière et là, il pourra changer. Mais ce n'est pas toujours chose facile. C'est jamais chose facile. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent avoir la volonté, qui ont peut-être les outils disponibles, mais la communication ne va pas passer? Est-ce qu'on peut avoir donc de ce cas? Est-ce qu'il y a d'autres obstacles? Parce que je pense qu'en discutant, on s'est beaucoup attardé sur des questions de matériel didactique. Est-ce que les parents qui doivent donner l'éducation, est-ce qu'eux-mêmes, ils ont la bonne information, etc. Est-ce qu'on peut avoir des parents qui ont la bonne information,
mais qui peuvent rencontrer d'autres obstacles dans l'instauration de ce climat, dans l'instauration de ce dialogue ouvert là avec leur enfant. Je vois ça. Oui, c'est possible. Parce que je le disais tantôt, une chose est d'avoir l'information, l'autre est de savoir la partager. Quand j'ai l'information et que je n'ai pas créé le climat propice au partage, ça ne pourrait pas aller. C'est le cas peut-être des parents autoritaires. En ce qui concerne cette question d'éducation sexuelle, il n'y a pas d'autorité à vouloir imposer. Il faut que tu sois sur une base égalitaire. Parce que tu as besoin de faire comprendre à l'enfant que même enfant, tu as des droits. Tu as des droits. Et quand tu dis à l'enfant qu'il a des droits, au même moment, ton autorité ou bien ton autoritarisme te permet d'opprimer les droits de l'enfant. Je crois que tout ce que tu lui véhicules comme connaissance, ça ne va pas passer. Et donc, il faut créer ce cadre-là en essayant de diminuer un peu l'autorité pour faire croître l'enfant, au niveau de l'enfant, son estime de soi. Aussi, je parlais tantôt d'écoute. C'est très important. Quand l'enfant se sent écouté et il se sent aussi compris, il arrive aisément à exprimer ses sentiments. Et quand les sentiments sont exprimés, il faut plutôt permettre aux enfants de pouvoir exprimer librement les sentiments. Elle parlait tantôt de joie, qu'elle est revenue du service, elle est fatiguée parce qu'elle a aidé une femme à accoucher et elle est triste parce que la maman a souffert. Donc, automatiquement, l'enfant comprend que la tristesse peut provenir de telle autre chose. Et donc, si l'enfant demain veut exprimer sa tristesse, elle ne va plus se cambrer en cherchant les mille et une moyens. Non, elle dira plutôt, ou bien il dira plutôt, maman, je suis ceci. Et il y a aussi des expressions qu'il faut qu'on essaie de bannir dans nos manières de parler. L'enfant qui te raconte peut-être une histoire qu'elle a vécue à l'école ou qu'il a vécue à l'école. Et malheureusement, quand on écoute ça, automatiquement, le jugement part. Non. Quand la personne finit, il dit, oui, mais attends, je voudrais comprendre quelque chose. Cela, c'est arrivé à ton ami. Supposons que c'est à toi que c'est arrivé. Comment est-ce que tu penses que tu pourrais t'en sortir? Et l'enfant va partager en ce moment ses sentiments avec toi. Et si vraiment tu vois que ce n'est pas la bonne manière pour l'enfant de réagir face à cette situation, c'est l'opportunité de le doter des manières ou bien de moyens pour s'en sortir. Donc, il y a beaucoup de choses que l'on doit utiliser aujourd'hui. Il faut qu'on laisse derrière nous le tabou. Que la sexualité, c'est un tabou, on ne doit pas en discuter. Surtout ces barrières linguistiques et religieuses et culturelles. Dans notre culture, on ne fait pas ci. Dans notre culture, on ne fait pas ça. Non. Il faut qu'on laisse ces éléments de côté. Cultiver aussi la masculinité positive chez les jeunes garçons. C'est très important aujourd'hui qu'on dise. Elle disait que ils aiment, ou bien les prestataires aiment que les maris accompagnent leurs femmes aux consultations prénatales. Mais si cette valeur n'avait pas été inculquée à l'enfant dès son jeune âge, il va grandir. Lui, il a aujourd'hui les moyens, il donne l'argent à sa femme. Peut-être que la femme a déjà une voiture, il dit, va te faire consulter. Mais quand il comprend que en ces moments-là, la femme a besoin de sa présence, il va le faire aussi aisément. Donc, il y a de ces astuces-là qu'on peut utiliser, en plus de la connaissance. Maintenant, quand on n'a pas la connaissance, il faut se référer à ces personnes qui ont ces connaissances. C'est là où nos portes à la TBR sont grandement ouvertes à la population. D'accord. Alors, je pense que c'est très, très intéressant également ce que vous avez dit. Si on pense qu'on ne peut pas le faire,
Il faut toujours chercher de l'aide, il faut toujours demander aux institutions, aux personnes qui le font déjà assez pour vous aider peut-être à rattraper le pont. Et vous avez également soulevé beaucoup de choses, que ce soit les considérations religieuses, que ce soit également les coutumes, les normes, etc. On met tout sur le compte des normes, etc., etc., etc. et tout. Mais il faut passer outre cela, voir les avantages que nous puissions offrir à nos enfants pour pouvoir mieux les accompagner. Alors, je pense qu'on a donné quand même assez de conseils, assez d'astuces, mais est-ce qu'il y a d'autres choses également que vous souhaitez vous ajouter? Ce que je souhaiterais ajouter, c'est que les parents acceptent cette tâche-là. Parce que malheureusement, on peut être outillé, on peut ne pas aussi être outillé et ne pas vouloir le faire. Pourquoi je dis cela? C'est que, comme je dis toujours, on est dans un monde qui court de partout. Et on court tous à la recherche de l'argent en oubliant l'essentiel. Donc, chers parents, acceptons d'éduquer nos enfants. C'est lorsque j'accepte d'éduquer mon enfant que je vais pouvoir trouver du temps, trouver les astuces pour le faire, accepter de me faire accompagner. Et, cher mari ou bien cher papa, ne pensons pas que c'est juste aux mamans d'éduquer les enfants. L'éducation des enfants concerne le papa et la maman. Parce que oui, quand vous avez décidé d'avoir l'enfant, vous l'avez fait à deux. Alors pour que cet enfant-là grandisse, vous devez le faire encore ensemble. Parce que malheureusement, ce qu'on constate, c'est que le matin, papa et maman sortent pour aller au boulot. Le soir, maman rentre un peu plus tôt. Elle doit vite faire à manger pour que les enfants trouvent à manger. Comment l'enfant passe la journée? Est-ce que l'enfant vient travailler à l'école? Maman, le maître a donné ça, je n'arrive pas à faire. Oh, pardon, il faut me laisser. Tu penses que moi, je sais faire ça? Dès même, je suis fatiguée, je vais aller dormir. Ok, l'enfant... Mais est-ce que ça dépend d'eux en réalité? On va prendre peut-être une femme qui va rentrer à 20h du boulot, toute fatiguée, toute aigrie. Comme vous l'avez dit, il faut qu'elle rentre à la Qu'est-ce que l'enfant a à voir avec son retour à 20h à la maison? C'est ce que moi, je me pose comme question tous les jours. Et c'est la raison pour laquelle les couples doivent faire l'effort de s'harmoniser, bien de s'organiser. Si je sais que ma femme, ou bien que mon mari, finit très tardivement au boulot, comment est-ce qu'on peut faire pour essayer de balancer les choses? Parce qu'on n'allait pas faire des enfants. Et parce que tous les deux finissaient à 22h, ces enfants-là sont laissés pour compte et deviennent des délinquants. Demain, vous allez dire que les enfants sont devenus des délinquants. À quel moment vous êtes réellement soucié de ces enfants-là? L'éducation des enfants, c'est une tâche. Donc, quand je t'assure, c'est pas facile. Oui, c'est ce que je voulais qu'on s'en fait. Parce qu'il ne faut pas aussi que les parents à domicile se disent que est-ce que je suis un mauvais parent parce que j'arrive pas à le faire. Pas facile. Du tout. Les CS, ce n'est pas facile. Moi, j'ai 2 semaines. Non? Et quand je dis que je ne vais plus en faire, on dit que non, en Afrique, il faut accoucher beaucoup. Il faut accoucher beaucoup, mais il faut être capable de bien éduquer ces enfants-là. Pourquoi? Parce que moi, par exemple, mes enfants font un système anglophone, c'est-à-dire c'est juste l'anglais. Mon fils, quand il a commencé, quand il vient à la maison, on leur pose des questions dans le cahier. Quand il revient le soir, il te redit ce qu'on a dit à l'école et tu recopies dans le cahier. Ça, c'est à la maternelle, ça. Donc, imagine tant soit plus qu'on n'avait pas de notion en anglais. Comment on allait s'en sortir? Pas vous-même les avez envoyés là-bas. Quand vous avez demandé de les envoyer là-bas. Enfin, un jour, l'enfant te dit, maman, toi là, tu penses même que tu parles anglais. Tu ne connais rien. C'est une manière de vous dire que l'éducation n'est pas facile. Quand l'enfant te dit, maman, ce que tu dis là, on ne va pas faire ça comme ça. Il faut avoir une certaine retenue. Sinon, c'est facile de dire, il faut faire ça, il faut faire ça. Je dis par exemple, actuellement, je suis en train de travailler sur moi pour ne plus trop dire à mes enfants, tu aimes trop faire ça, tu aimes trop faire ça. Je veux plutôt dire, chérie, j'aimerais que voilà. Ou bien que quand il y a ça, je ne me sens pas bien. Est-ce que ça, c'est plus constructif? Mais quand tu vas tout le temps, c'est toujours toi. L'enfant, il garde ça. L'enfant, il encaisse. Mais malheureusement, sa santé émotionnelle prend un gros coup. Donc, il faut déjà accepter que c'est une tâche difficile. Les gens veulent avoir des enfants. C'est beau. Mais c'est une longue école. Et quand vous n'acceptez pas de payer ce prix-là, vous n'allez pas avoir de bons enfants. C'est vrai. Mais acceptons de payer le prix, dégageons du temps pour ces enfants-là, créons des activités à la maison. Par exemple, cuisiner ensemble, décider par exemple que les soirs, bien les samedis soirs, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de télé, vous faites des activités récréatives ensemble. C'est très important. Parce que ce téléphone-là, ce que ça fait au ménage, Dieu seul sait.
Merci beaucoup, Dr Ingrid. C'était très, très intéressant. Merci pour les conseils. Et aussi, c'est surtout le petit rappel que vous avez fait aux parents pour leur donner un coup d'espoir et pour leur dire que c'est pas facile. C'est l'idéal. C'est ce qu'on a envie d'obtenir. Mais il faut aussi reconnaître que ce n'est pas du tout facile et qu'il faut mettre quand même beaucoup de sien. Alors, Monsieur Faustin, très rapidement, quel serait votre mot de fin, votre dernier conseil également pour les parents pour améliorer la communication qu'ils ont avec leurs enfants? D'accord. Merci, Dorcas. Pour les parents, je dirais qu'on n'a pas besoin d'être expert pour communiquer avec ses enfants. On peut être en retard, mais le mieux, c'est de commencer un jour. Si je ne l'avais jamais fait, aujourd'hui, je saisis l'occasion de le faire. Et si je trouve que c'est toujours compliqué pour moi de le faire, il faut faire appel aux personnes qui puissent m'aider, qui puissent m'accompagner, qui puissent m'orienter. Et je parlais tantôt dans mes interventions du site e-learning de la TBEF qu'on peut consulter facilement, aller s'inscrire sur cette formation soi-même pour pouvoir accompagner aussi l'enfant. Et je ne saurais m'appesantir sur les parents sans parler à nos jeunes également. Si tu sais que ou bien tu as suivi cette émission et tu sais que cette communication n'existe pas entre tes parents et toi, fais-les suivre cette émission aussi, pour qu'ils puissent découvrir, peut-être parce qu'ils ne savaient pas que c'est important que cette communication existe dans la famille. Et quand ils vont découvrir, ils ont maintenant l'élément pour pouvoir se rattraper. Et je pense qu'avec ça, avec l'effort des uns et des autres, nous arriverons un jour quand même à avoir une communication parfaite dans nos familles pour que ces histoires soient de plus en plus réduites. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Faustin, merci beaucoup, Dr Ingrid, c'était très intéressant et j'espère que vous les téléspectateurs, vous les parents, vous avez également apprécié. Alors, je vais donc piquer cette phrase à Monsieur Faustin, même si vous pensez que vous n'avez pas commencé avant, il faut savoir qu'il n'est jamais trop tard pour débuter. Commencez par de petites questions, commencez par être beaucoup plus doux, beaucoup plus douce, beaucoup plus ouvert. Profitez de chaque instant, des séries télévisées, des discussions, des moments avec vos enfants, sans le téléphone bien sûr, pour pouvoir discuter avec eux. Et si vous pensez que c'est compliqué, utilisez les autres outils disponibles, que ce soit les activistes, les pères éducateurs, voire également les centres de santé avec des prestataires qui sont formés dans l'offre de services conviviaux aux jeunes. Parce qu'il faut savoir que le dehors est risqué. Et donc c'est à vous d'aider vos enfants à avoir une meilleure éducation et à ne pas se laisser éduquer par le dehors. Alors prenez soin de vous, prenez soin de vos enfants, de vos jeunes, de vos adolescents, prenez soin de toutes ces personnes qui sont autour de vous parce qu'ils sont immatures. Ils n'ont pas encore assez d'intelligence pour prendre de bonnes décisions. Guidez-les pour qu'ils puissent avoir un avenir beaucoup plus radieux. Soyez branchés sur les ondes de votre chaîne Santé et ce Docteur TV pour avoir beaucoup plus d'autres conseils également pour votre santé et votre bien-être. Et à la prochaine.